ce webinaire tombe plutôt pas mal, puisque à la Piscina, nous avons déjà depuis quelques temps commencé des interventions dans les centres de formation auprès de jeunes. Et c'est vrai que beaucoup vont se retrouver pour l'année prochaine à devoir chercher un contrat en alternance. Donc voilà. Donc là, une partie des conseils qu'on va vous donner lors de ce webinaire sont issus de nos interventions dans ces centres de formation. Donc ce webinaire sera animé par moi-même, Jean-Michel Sauton, et par ma collègue Morgane. Et donc Morgane, je te passe la parole si tu veux bien commencer. Voilà, enchantée, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Morgane Prost et donc je suis la collègue de Jean-Michel Sauton. Moi, je suis localisée à Montpellier. On va parler de localisation un petit peu de la PECITA parce qu'on va commencer dans un premier temps par une présentation rapide de ce qu'est la PECITA et après on passera du coup sur le très concret de notre sujet d'aujourd'hui avec un petit rappel de déjà qu'est-ce que c'est que l'alternance et quelle est la bonne méthode à adopter lorsqu'on veut rechercher, lorsque l'on recherche une alternance. Je ne sais pas si tu l'as dit, Jean-Michel, mais ce qu'on vous propose, c'est que vu que vous n'êtes pas très très nombreux, c'est de pas hésiter, voilà, à poser vos questions à l'oral, à ouvrir vos micros directement si vous avez besoin d'échanger avec nous. Je pense on peut fonctionner comme ça ira très bien. Du coup, je commence avec la présentation rapide de l'APECITA. Donc, l'APECITA, pour rappel, hein, juste, c'est un acronyme donc, qui veut dire Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. On est donc une structure nationale, donc avec 19 bureaux dans toute la France. Donc moi, je l'ai dit, je suis basée à Montpellier. Jean-Michel, tu es où Jean-Michel? Oui, à Lyon. À À Lyon. Lyon. Voilà, et vous pouvez nous retrouver un petit peu partout en France si vous avez besoin de nos conseils. Et justement, en parlant de conseils, pour rappel de nos missions, la PECITA, donc notre grande mission globalement, c'est de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande, donc entre les candidats et les employeurs sur les métiers techniciens jusqu'à cadre en agriculture, agroalimentaire et environnement. Et pour ça, notre mission, elle est triple. Dans un premier temps, c'est de conseiller et d'orienter les personnes qui sont en recherche d'emploi ou de formation sur ces secteurs et sur ces métiers. De l'autre côté, c'est d'accompagner aussi les employeurs dans leur recrutement et donc par la diffusion d'offres de stage, d'emploi, d'alternance sur 2 sites qu'on va vous présenter juste après et aussi en les accompagnant dans leur recrutement comme pourrait le faire un cabinet. Et notre troisième mission, c'est de contribuer à l'insertion professionnelle, étant donné qu'on intervient dans les établissements de formation agri-agro pour parler aux apprenants de recherche d'emploi, de marché de l'emploi, de poursuite d'études, de projet, constitution du projet professionnel également. Je vous parlais de sites sur lesquels vous pouviez trouver notamment des offres d'alternance. On a 2 sites que vous pouvez utiliser pour cela. Donc, le site apecita.com qui est notre vitrine donc sur les filières agriculture, agroalimentaire et environnement. Et on a aussi un site spécifique à la filière environnement qui est le site Réseauti, donc sur lequel vous trouverez là exclusivement des offres d'emploi, de stage et d'alternance sur cette filière-là. Toujours en termes de support, alors les 2 sites précédents étaient plus des sites emploi. On a un site également qui est spécifique à la partie orientation et donc qui est le site agroorientation.com sur lequel vous pouvez trouver de référencer toute l'offre de formation diplômante et qualifiante en agriculture, agroalimentaire et environnement, toujours, avec aussi des outils pour vous aider dans vos parcours de formation, des outils assez intuitifs où vous indiquez votre situation actuelle et ça vous propose aussi des parcours de formation et également une entrée métier avec des fiches métiers qui sont mises à disposition pour vous aider également sur cette partie-là, orientation et projets professionnels. En termes de support, donc, on a aussi donc des publications
qui peuvent vous aider. Donc, alors, avec Tribune Verte, qui était notre magazine bimensuel qui existe jusqu'alors. On est au dernier numéro, là, ça y est, c'est fini, et qui va être numérisé, c'est ça, Jean-Michel? Ouais, Je c'est dis ça, pas de bêtises, c'est bon. avec Euh, Apecita Media. voilà, et qui sera maintenant consultable sur notre site Apecita Media. Et donc, on sortait aussi des numéros spéciaux de ces tribunes vertes-là que l'on appelle les cahiers experts, qui sont des publications filières extrêmement complètes sur lesquelles vous pouvez trouver donc un panorama de chacune des filières dont on s'occupe. Et quand on dit panorama, c'est d'avoir dedans toute l'information sur la partie formation, marché de l'emploi, métier et des exemples d'offres d'emploi dans ces filières-là. Et deux publications un peu plus particulières, donc le cahier expert orientation, qui est vraiment donc spécifique à la partie justement poursuite d'études, où vous pouvez retrouver un petit peu en format très condensé ce que l'on trouve sur agro-orientation, mais alors en version très très condensée et synthétique, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et donc la publication que l'on appelle les tendances de l'emploi, qui est un condensé des statistiques que l'on peut tirer de notre site et de nos sites et des diffusions d'offres d'emploi, de stages et d'alternance que l'on y fait. Donc tout ça est désormais consultable en version numérique sur le site Apecita Media, sur lequel on trouve également plein d'informations sur l'actualité des filières et de l'emploi en agri-agro. J'en ai fini avec la présentation de la PECITA. Alors, je ne sais pas si déjà il y avait des questions sur ce sujet-là, même si ce n'est pas le sujet central de notre webinaire. N'hésitez pas. Et donc là, je vais passer très rapidement sur la définition de l'alternance. Donc l'alternance, c'est quoi en fait? Donc juste, déjà vous donner une définition. Donc c'est l'alternance, c'est un système de formation basé sur euh, justement une alternance entre des phases pratiques et des phases théoriques. Donc en centre de formation qui alternent en fait ces phases. Et donc, ça peut se concrétiser par soit des contrats de professionnalisation, soit des contrats d'apprentissage. Et donc, nous, quand nous intervenons, comme Morgane vous l'a dit, auprès des centres de formation, là, on explique bien aux jeunes, mais bon, les centres de formation le font très bien aussi, en quoi consiste justement cette alternance et quel est son intérêt et les points positifs et les points négatifs. Alors sur les avantages, hein, c'est déjà acquérir une expérience professionnelle dans une entreprise, hein, puisqu'il y a un contrat de travail hein, entre l'entreprise et l'apprenti. Ensuite, c'est avoir une rémunération, un salaire, donc ça c'est non négligeable. C'est aussi souvent un bon tremplin pour l'emploi, puisque souvent les entreprises qui signent un contrat avec un ou une jeune lui proposent une embauche à l'issue. Voilà. L'apprentissage, c'est vraiment un contrat tripartite entre une entreprise, un centre de formation et un apprenant, donc l'apprenti. Donc là, chacune de ces trois entités a des devoirs, des droits, et donc s'engage sur un certain nombre de choses. Donc après, je ne vais pas forcément entrer dans le détail de qu'est-ce que c'est la différence entre un contrat de pro, un contrat d'apprentissage. Je vais pas non plus, mais je pourrais le faire si quelqu'un le demande dans la conversation, vous donner les niveaux de rémunération minimum légaux qui sont fournis par l'État en fonction du niveau de formation, de l'âge, voilà. Euh, donc voilà, moi j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, parce que là on est plutôt centré sur voilà, des conseils pour trouver l'alternance. Donc voilà, donc on peut passer à la diapo suivante si tu veux bien, Oui. Marianne. Et du coup, je vais reprendre la suite donc sur la méthodologie de recherche. Alors, avant d'aller dans la précision, donc je vais vous présenter déjà. Quelles sont les grandes phases, hop là, c'est allé trop vite, à respecter lorsque l'on recherche une alternance. Et après, on fera un petit peu un focus sur chacune de ces étapes plus précisément. Ce qu'il est important d'avoir en
tête, à mon sens, c'est que voilà, il ne faut pas se lancer dans une recherche d'alternance sans avoir réfléchi dans un premier temps à qu'est-ce que l'on attend. Parce que les pistes peuvent parfois être nombreuses et les choix assez variés en fonction des formations pour lesquelles vous recherchez cette alternance-là. Et c'est vrai qu'un temps de réflexion est quand même nécessaire pour pouvoir cibler, parce que vous allez le voir, chercher une alternance, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Donc il faut essayer quand même voilà, de réfléchir dans un premier temps à ce que l'on souhaite pour ensuite passer à une seconde phase qui est les la recherche, de structures d'accueil. Quelles sont les pistes de recherche à activer? On va y revenir, également avec Jean-Michel. Où est-ce que vous pouvez trouver des offres également? Mais on va y revenir aussi, se cantonner aux offres d'alternance, en tout cas, n'est pas forcément, une stratégie suffisante, en tout cas, parce que la part, d'offres visibles comparée à la part réelle, d'offres existantes est quand même assez faible. Une fois que vous avez un petit peu ciblé les pistes de recherche à activer, les leviers que vous pouvez activer pour trouver cette alternance-là, on verra en quoi il peut être nécessaire d'abord de faire une première prise de contact, pour prendre des renseignements sur les structures susceptibles de vous accueillir. Et donc après, les phases suivantes consistent à élaborer vraiment une proposition. On verra la différence aussi entre l'élaboration d'une proposition et la compréhension, d'une offre, que l'on peut avoir sous les yeux. D'adapter son CV, sa lettre de motivation, parce qu'on y reviendra, même si c'est pas le sujet, le CV, la lettre aujourd'hui, on réappuiera sur ce point-là, d'adaptation qui est nécessaire. On passe ensuite à la phase d'envoi de son CV et de sa lettre, et on verra en quoi aussi il peut être, indispensable d'être soigneux sur ce point-là, parce que c'est vraiment aussi un petit détail qui des fois peut faire basculer, l'employeur vers un avis très, très positif concernant votre candidature. Et on passera après sur les phases de suivi de la recherche. On verra comment on peut économiser de l'énergie et optimiser sa recherche en faisant, un suivi, soigneux de celle-ci, et la relance ensuite donc des candidatures, qui peut être la phase finale de cette recherche-là. Est-ce que tu voyais des choses à ajouter sur les étapes d'une recherche d'alternance, Jean-Michel? Les Pas grandes étapes? pas pas forcément, non. Enfin, des choses qu'on va dire après, mais non. Oui, on va préciser pour chacune des étapes, et comme on l'a dit, ça dure 1 heure et on va laisser un petit temps de questions, donc on essaye d'avancer. On l'a dit, la première étape donc de cette recherche d'alternance, c'était peut-être d'avoir une première phase de réflexion, en tout cas sur le choix de son alternance. Alors là, on vous propose, une petite méthode, mais des méthodes de réflexion sur vos projets professionnels, il en existe de nombreuses. Moi, c'est une que j'utilise, aussi dans le cadre d'accompagnement, comme méthode de réflexion sur le projet professionnel de manière générale, et qui est, la méthode, japonaise, comme son nom, l'indique, de l'ikigai. Alors, bon, je vous laisserai, chercher, on va pas faire l'historique de l'ikigai, qui viennent de l'archipel d'Okinawa, et du constat qui avait été fait, que les personnes vivaient, âgées et épanouies dans cet archipel-là. Mais c'est juste pour vous faire passer le message que voilà, vous avez peut-être pas encore de projet professionnel tout à fait dessiné, et c'est normal quand on est en cours d'études. Après, il est quand même nécessaire de se questionner un petit peu sur vers quoi est-ce que vous aimeriez tendre et comment vous pourriez, aussi vous épanouir dans ce cadre professionnel-là. C'est le fameux ikigai que l'on peut rechercher. Et donc, cet épanouissement, en tout cas, peut être au croisement de plusieurs choses, et il peut être nécessaire pour le définir, de se pencher, déjà dans un premier temps sur, qu'est-ce que vous aimez globalement? Alors là, on ne parle pas forcément que de vie professionnelle, hein, on parle aussi de ce que vous aimez au sens large du terme et dans votre quotidien. De vous questionner, alors c'est parfois quelque chose qui est pas très facile, sur ce pourquoi l'on est doué. Alors, on a des fois du mal, à le définir, et pour ce faire, vous pouvez aussi tout à fait demander à votre entourage, aux personnes que vous côtoyez au quotidien, avec lesquelles vous avez travaillé, mais aussi avec lesquelles vous étudiez, avec lesquelles, vous pouvez partager des moments même, au quotidien hors cadre professionnel. Leur dire: «Voilà, si vous avez du mal à définir ça, à votre avis, pourquoi est-ce que je suis doué? Qu'est-ce que vous diriez de moi?» Après, se questionner aussi sur, ce pourquoi vous aimeriez être payé.
voilà, ce que vous aimeriez faire au quotidien. Et puis se questionner aussi sur un petit peu la dimension, entre guillemets, qu'on pourrait dire marché de l'emploi, mais de quoi est-ce que le monde a besoin aussi en termes professionnels. Et le croisement de tout ça constituera en tout cas une ébauche de peut-être missions et projets professionnels dans lesquels vous pouvez vous insérer, ou des pistes en tout cas de recherche d'alternance qui seraient le croisement de ces quatre facteurs-là. Une fois donc cette phase de questionnement passée, on l'a vu tout à l'heure donc dans l'organisation des phases de la recherche, donc on passe ensuite à la recherche des structures d'accueil et quels sont les leviers que vous pouvez activer lorsque vous recherchez une alternance. Et moi, je montre souvent cette petite image-là lorsque l'on parle déjà de marché de l'emploi pour faire prendre conscience des stratégies à adopter pour les personnes qui des fois se questionnent sur la nécessité de faire des candidatures spontanées. Alors c'est des statistiques et des chiffres qui sont très généraux, hein, mais on sait que ça s'adapte aussi au monde de l'alternance. Le marché le marché de l'emploi, ça c'est un petit peu comme un iceberg. On sait qu'il y a la partie visible de l'iceberg qui est constituée donc des offres du marché de l'emploi qui est ouvert. Donc, c'est toutes les opportunités pour lesquelles vous pouvez consulter des offres sur des sites emploi notamment. On sait que c'est 30 à 40% du marché de l'emploi, à peu près ce marché-là. Alors bon, c'est un marché qui est facilement accessible vu qu'il est visible de tous, mais du coup, ça veut dire aussi que c'est un marché sur lequel vous pouvez être confronté à de la concurrence, étant donné que toutes les offres qu'on y trouve sont accessibles à tout le monde. La partie immergée de l'iceberg, qui est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi, c'est toutes les opportunités pour lesquelles il n'y aura jamais d'offres qui seront visibles sur des sites emploi, sur des job boards. Et donc c'est des opportunités qui seront accessibles, globalement de 2 manières, soit en faisant de la candidature spontanée ou en tout cas en utilisant votre réseau. Et donc du coup, il va falloir effectivement aller identifier ces structures-là pour être force de proposition, en tout cas dans le cadre de vos alternances, parce qu'on sait que c'est un moyen incontournable de trouver une alternance que d'utiliser la candidature spontanée et le réseau. Jean-Michel, je te laisse reprendre la main sur la suite du Ouais. coup. Donc là, on vous a mis un petit schéma qui regroupe un petit peu tous les moyens que vous avez à disposition, enfin, que les personnes qui cherchent une alternance ont à leur disposition. Donc, on a évoqué tout à l'heure le site Agro-Orientation, donc, sur lequel on va trouver plus de 10 000 formations identifiées, et donc beaucoup de formations en alternance. Et donc, quand quelqu'un a repéré une formation en alternance, il peut s'aider du centre de formation qui propose cette formation, euh, qui va lui proposer peut-être des listes d'anciens maîtres d'apprentissage ou d'anciens élèves qui ont des entreprises et qui sont capables d'accueillir des alternants. Donc, les centres de formation, c'est aussi une bonne piste et beaucoup de centres de formation, voilà, proposent leur aide aux candidats à l'alternance. Ensuite, les recruteurs du secteur, hein, voilà, donc les entreprises, éventuellement les cabinets de recrutement. Les candidatures spontanées, on y reviendra, Morgane en a déjà parlé, hein, c'est quelque chose à ne pas négliger. Les offres en apprentissage, donc on évoquait sur les sites apicita.com et Réseauti, donc c'est à peu près quasiment 10% des offres hein, qui sont en apprentissage. Donc on peut trouver des offres en apprentissage d'entreprises qui cherchent des apprentis. Ensuite, les réseaux professionnels et personnels, donc on reviendra dessus tout à l'heure. Morgane en a parlé, donc ça c'est important. Euh, Internet, donc les sites, Internet, dont on va parler après, les salons professionnels. Donc là, voilà, les salons, alors d'orientation, certes, mais les salons professionnels sont comme le salon d'agriculture ou le salon international d'alimentation, sur lesquels on va trouver des entreprises qui potentiellement peuvent être à la recherche d'alternants. Et puis la prospection directe, hein, donc contacter directement des entreprises à condition de, voilà, de se déplacer, d'aller les rencontrer. Donc, si je veux bien passer à la diapo suivante, qui résume un petit peu ce qu'expliquait Morgane
sur la démarche globale pour chercher une alternance. Donc, d'abord, connaître le marché, qu'est-ce qui peut m'être proposé, la diversité de l'offre, les diversités de fonctions et, comme l'a dit Morgane, très important, l'intensité de la concurrence. Euh, pour moi, l'élément au cœur d'une recherche, c'est ce qu'a déjà expliqué Morgane, c'est l'élaboration de son projet. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Si quelqu'un a un contact avec une entreprise en lui disant, voilà, je viens vous voir parce que je fais une formation en alternance et je cherche une entreprise, ça suffit pas. Enfin, il faut réellement que, comme l'a expliqué Morgane, réfléchir avant à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, vers quel type de fonction j'ai envie d'aller. Enfin, voilà. Et puis identifier ses contraintes et ses atouts. Et vous voyez, les outils après de la recherche, dont on parlera finalement peu, ne sont que des outils adaptés à son projet. Mais le cœur du système, c'est le projet. Et je vois bien, pour participer à des entretiens de recrutement d'entreprises qui cherchent des salariés ou même des apprentis, hein, c'est ce qu'ils vont chercher, même dans la lettre de motivation, mais également à l'entretien. Donc, voilà. Donc là, tu peux passer à la diapo suivante. Donc on a décidé de faire focus sur trois points. Donc pour trouver une alternance, trois méthodes, hein, les offres d'emploi en apprentissage, les candidatures spontanées et le réseau. Donc si on prend les offres en alternance, donc on a déjà parlé des deux sites apicita.com et Réseauti. Donc je vous l'ai dit, on va trouver des offres en alternance. Après, moi je conseille aussi souvent aux gens qui cherchent une alternance d'utiliser les offres en CDI ou en CDD. Parce qu'il faut savoir qu'à la Pesita, on est quand même sur actuellement un marché de l'emploi qui est plutôt tendu dans le sens où on a depuis déjà 3 ans plus d'offres d'emploi que de candidats. Et donc avec des entreprises qui, par exemple, cherchent un salarié en CDD ou en CDI qui n'arrivent pas à trouver et qui peuvent être intéressés par quelqu'un qui les sollicite pour faire une alternance. Et je trouve que c'est un bon complément aux candidatures spontanées de répondre à une offre en CDI ou en CDD parce que, contrairement à la candidature spontanée, l'entreprise qui a diffusé une offre en CDI ou en CDD a un besoin qu'elle a exprimé en diffusant une offre d'emploi. Vous avez également le site Job Teaser et d'autres sites. Donc, à la Picita, nous avons des documents qui recensent des sites de recherche d'emploi sur lesquels on peut trouver des offres, Mm. notamment des offres en alternance. Donc, c'est un document qu'on peut éventuellement mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, à la fin du webinaire, on vous mettra nos coordonnées. Donc, vous pourrez nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Donc tu peux passer. Donc voilà. Donc sur les candidatures spontanées, donc là, ça se fait souvent à partir de listes d'entreprises. Donc par exemple, si quelqu'un souhaite faire une formation en environnement dans un bureau d'études, il existe des annuaires d'entreprises, par exemple dans le cas précis de bureaux d'études en environnement. Et donc on envoie des candidatures, une lettre et un CV à des entreprises à partir d'une liste ou la liste des entreprises agroalimentaires de la région Languedoc-Roussillon. Enfin voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le taux de réponse moyen, il est faible en candidature spontanée. Si on prend par exemple une liste d'entreprises, toutes les entreprises agroalimentaires de la région Languedoc-Roussillon, qui en envoient une lettre, un CV, le taux de réponse moyen, il est entre 3 et 5%. Donc c'est faible, hein. Souvent, nous on rencontre des gens qui nous disent bah, j'ai envoyé beaucoup de candidatures, j'en ai envoyé 10 spontanées, hein. Finalement, on se rend compte par rapport aux chiffres que vous avez sous les yeux que c'est peu en fait. On a l'impression que c'est beaucoup quand on les fait. C'est vrai qu'il faut faire un CV, une lettre, mais en réalité, vu le taux de réponse, ben voilà, il faut en envoyer plus que ça. Après, ce que j'ai précisé quand même, c'est qu'on peut améliorer ce taux de réponse si on a un fichier qualifié. C'est-à-dire que si, par exemple, plutôt que d'avoir une liste d'entreprises, on a le nom du RH ou le nom d'une personne qui a fait l'école que vous visez ou qui a fait la même formation que vous avant d'aller accéder à une formation en alternance. Voilà, ça peut permettre d'augmenter fortement ce taux. Je vois bien, par exemple, qu'on accompagne des élèves d'une école d'ingénieurs qui cherchent des apprentissages. Quand ils contactent un ancien élève de cette école, ben forcément, il y a un meilleur taux de réponse, puisque les anciens élèves, quand ils reçoivent un mail de quelqu'un qui dit, voilà, cherche une alternance pour faire telle école, ben, voilà, ils vont avoir une meilleure écoute et sans doute avoir plus envie et un meilleur enclin à aider cette personne qui cherche son apprentissage.
On vous conseille également d'utiliser des annuaires d'anciens élèves, hein. Je sais que certaines écoles ou certains lycées ont des associations d'anciens. Donc ça, c'est souvent un bon moyen, comme je viens de le dire. Et puis voilà, bien cibler les entreprises et les postes euh, pour lesquels on va envoyer ces candidatures spontanées. Alors les réseaux, on en a parlé. Donc on a plusieurs types de réseaux, le réseau personnel et familial, le réseau professionnel et les réseaux sociaux. Donc, si on s'intéresse aux réseaux sociaux, donc on en a un certain nombre, hein. Alors, il faut savoir que les entreprises utilisent différents réseaux sociaux pour recruter des salariés ou des alternants. Donc, là, on a animé, par exemple, sur des salons professionnels, des tables rondes avec des entreprises qui, voilà, suivant le type de métier, suivant le secteur d'activité, vont utiliser plutôt LinkedIn ou plutôt Facebook ou plutôt Instagram. Il y en a même qui utilisent TikTok, hein. Moi, j'avais eu le témoignage d'une entreprise au sein de l'agriculture qui m'avait dit, ben, moi, ça fait 3 fois que je trouve des salariés sur TikTok, hein. J'ai mis une vidéo de ce qu'on recherchait et j'ai été contacté via ce réseau social. Donc voilà, donc euh, quelques pistes éventuellement voilà, pour voir ça. Donc là, on va plutôt faire un focus sur la diapo suivante, sur ben, quel est l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux. Ben, c'est déjà enrichir votre carnet d'adresses, euh, bon, nouer des liens utiles, entrer en contact avec des professionnels du secteur. Donc là, on cherche dans un secteur, le paysage par exemple, voilà. On va pouvoir trouver sur les réseaux sociaux des gens qui travaillent dans ce secteur et rentrer en contact avec eux. On peut aussi s'informer sur les entreprises. Souvent, les entreprises ont des pages entreprises sur les réseaux sociaux. Donc, c'est y aller, prendre des informations. Euh, c'est également rendre visible ses compétences et son projet. Euh, et c'est également échanger, partager des données. Ça, on va le voir après sur les conseils qu'on vous donne justement quand on utilise les réseaux sociaux. Euh, on vous conseille également d'appartenir à des groupes ou à des communautés qui voilà, vont partager des informations. Et notamment, une des informations qu'on peut partager, c'est telle entreprise recherche un alternant, donc voilà, qui peut vous être utile, ou des choses un peu moins directes, du genre, ben voilà, par exemple, euh, là, nous, dans la région lyonnaise, on a une entreprise agroalimentaire qui vient d'ouvrir une nouvelle chaîne de production, une nouvelle usine, en fait, hein. Donc, du coup, ben voilà, ça veut dire qu'ils vont être amenés à recruter alors des salariés, certes, mais aussi des alternants. Donc, c'est avoir l'information que cette entreprise va ouvrir une nouvelle usine de gnocchi, c'est candidater auprès de cette entreprise pour dire, voilà, j'ai vu que, ou j'ai su que vous alliez ouvrir une nouvelle usine de gnocchi. Moi, je cherche une alternance pour une formation en production agroalimentaire, en qualité. Est-ce que voilà, ça pourrait vous intéresser? Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les fichiers de candidature spontanée, c'est avoir des informations pour qualifier vos fichiers et rendre votre recherche plus pertinente. Donc, si on s'intéresse à LinkedIn, donc nous, on encourage vraiment, enfin, tous les centres de formation où je vais, j'encourage les jeunes à créer leur profil sur ce réseau social professionnel qui est vraiment le réseau le plus utilisé, hein. J'ai parlé d'autres réseaux, mais c'est celui qui est le plus utilisé par les entreprises, hein. Donc, l'objectif pour quelqu'un qui est en recherche d'une alternance, d'avoir un profil sur LinkedIn, c'est être visible de sa cible, hein, des entreprises, développer son réseau avec des gens qui travaillent dans le secteur, valider aussi un projet. Donc, ça peut être intéressant de prendre contact avec des gens pour ben, les questionner. On veut faire une licence professionnelle en création paysagère. Voilà, on rentre en contact avec des entreprises, des bureaux d'études en paysage pour valider le fait que ben, la licence professionnelle que vous visez est intéressante, que ben, voilà, il faudrait plutôt axer la formation ou l'alternance ou l'apprentissage sur l'utilisation de tel ou tel logiciel. Voilà. Rencontrer des professionnels également, identifier des groupes. Morgane l'a dit, c'est également accéder aux offres du marché caché. Donc là, il faut savoir sur LinkedIn, il y a un moteur de recherche d'offres d'emploi. Donc en haut, quand on est sur la page d'accueil de LinkedIn, il y a un petit
un petit onglet de recherche. Donc on tape un mot, par exemple agroécologie, et ensuite il y a des petits onglets qui apparaissent. Donc personnes, donc c'est des personnes qui ont le mot agroécologie dans leur profil, entreprise, poste, emploi. Donc on clique sur l'emploi, là on a toutes les offres d'emploi sur LinkedIn dans lesquelles il y aura le mot agroécologie. Donc après, nous, on encourage à modifier les mots, à changer les mots. Et donc là, vous avez un moteur de recherche sur des offres sur LinkedIn. Pour information, euh, moi, je vais à peu près tous les jours, enfin, c'est pas à peu près, c'est sûr, tous les jours sur LinkedIn, mais attention, pas très longtemps non plus, parce que sinon, vous le savez, sur les réseaux sociaux, on peut y passer beaucoup de temps. La moyenne d'utilisation en France des réseaux sociaux est de 5 heures par jour pour les 67 millions de Français. Et c'est vrai qu'en échangeant avec des jeunes, bah voilà, ils s'aperçoivent bien que bah, des fois, ils ont un peu l'impression de perdre leur temps à scroller sur Instagram pendant une demi-heure pour voir des vidéos de chats, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vous disais, moi, j'y vais 10 minutes par jour, mais en 10 minutes, je vois facilement une centaine d'offres d'emploi, au moins une vingtaine d'offres en apprentissage, des offres de stage. Alors, des offres identifiées comme offres d'emploi qu'on pourra retrouver dans le moteur de recherche des offres, mais également des postes de personnes qui disent, voilà, dans mon entreprise, nous sommes à la recherche d'un alternant. Donc là, et là, par exemple, typiquement, l'exemple que je vous ai donné, c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas dans le moteur de recherche des offres d'emploi de LinkedIn, puisque c'est pas identifié comme une offre d'emploi. C'est un poste de quelqu'un qui passe une information. Donc, on encourage à utiliser les deux, en fait, hein. Et donc, comme l'a dit Morgane, voilà, vous avez sans doute en tête l'image de son iceberg, hein, voilà, c'est pouvoir accéder à ces offres qui n'apparaissent pas sur ben, les sites classiques comme Apecita ou Rezuti ou d'autres. Un élément important aussi, c'est ce qui est écrit juste après, c'est benchmarker votre concurrence et faire de la veille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, vous pouvez trouver des gens qui sont également à la recherche d'une alternance comme vous, dans le même secteur que vous, et donc vous pouvez regarder un petit peu leur profil, ce qu'ils mettent en avant, comment ils ont fait. Donc là, ben, par exemple, dans les centres de formation, je montre souvent des CV vidéo de gens qui ont mis un CV vidéo sur LinkedIn, sur leur profil. Et c'est vrai qu'il y en a souvent hein, qui sont très percutants. Et voilà, moi j'ai vu pas mal de personnes afficher, ben, par exemple, ces vidéos avec des entreprises qui disaient, ben voilà, nous on vous veut en alternance dans notre entreprise parce que c'est vrai que voilà, ça attire l'attention. Et donc, regardez ce que font les autres. Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire un série vidéo, hein, mais c'est regarder un petit peu ce que les gens mettent en avant, les expériences, les compétences, voilà. Être actif aussi, être repérable. Et donc, LinkedIn, c'est un investissement dans la durée. Donc, nous, on sollicite, enfin, on incite beaucoup les jeunes, pardon, à utiliser ce réseau social dès leur formation et à développer leur réseau. Par exemple, je vois dans beaucoup de centres de formation, les centres de formation font intervenir des professionnels. Donc là, voilà, un professionnel intervient pendant un cours qui a été amené par un enseignant. Voilà, c'est ben, le demander en contact sur LinkedIn parce que vous l'avez rencontré et que voilà, il pourra peut-être un jour vous apporter des conseils, vous donner des infos ou peut-être même vous proposer une offre en alternance, quoi. Donc voilà. Donc si tu peux passer à la suivante. Donc là on va aller assez vite, hein. Donc là, vous retrouverez ça dans le diaporama, parce qu'on pourra mettre à votre disposition le diaporama. Donc c'est quelques petits conseils voilà, pour remplir son profil. Donc là, voilà, nous on conseille ben, c'est plutôt ce qui est écrit en bas là, de mettre une photo, alors plutôt professionnelle, de mettre un titre et puis un petit résumé. Donc là, c'est par exemple typiquement dans ce petit résumé que vous allez exprimer ben, le fait que vous êtes à la recherche d'une alternance dans tel secteur, pour quel type de fonction, etc. Et puis, on conseille également de remplir dans LinkedIn le maximum de rubriques. Donc, il y a différentes rubriques, expérience, formation, compétences, recommandations, centre d'intérêt, etc. Donc, voilà. Et typiquement, sur LinkedIn, alors, je ne suis pas forcément d'accord avec, enfin, c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce que j'ai écrit sur le fait que je ne mets pas mon CV. Mais pour moi, la grosse différence entre un CV et LinkedIn, ou un réseau social, c'est qu'on peut mettre beaucoup plus de choses sur son profil LinkedIn que sur un CV. Donc, voilà.
N'hésitez pas. Et par exemple, je sais que pas mal d'entreprises vont également sur un profil d'un candidat potentiel, aller voir ben, les entreprises que ce candidat ou cette candidate suit, aller voir les posts que cette personne a mis. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment. Donc si tu peux passer à la suivante. Voilà. Donc là, bon, c'est des choses que j'ai déjà dit hein, sur la photo et la bannière d'arrière-plan derrière votre photo. Donc là, tu peux passer à la suivante. Donc là. Suivre l'actualité de votre réseau, donc développer son réseau, suivre des entreprises, partager des publications, des informations, répondre aux sollicitations, parce que quand on a un profil sur LinkedIn, on peut être sollicité par quelqu'un qui vous demande en contact, donc voilà. Participer à des groupes, donc on conseille de rejoindre un certain nombre de groupes. Alors, il faut que ce soit des groupes qui soient en cohérence avec votre projet, hein, mais voilà. Et puis, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est investissement dans la durée. Enfin, c'est quelque chose qui peut durer toute votre carrière professionnelle. Hein. Donc, comme j'ai écrit en rouge en bas, là, c'est pas parce qu'on a trouvé une alternance qu'il faut s'arrêter d'utiliser ce réseau social et continuer de l'entretenir, de partager des infos, etc. Donc là, voilà, très rapidement, j'ai pris quelques exemples d'offres que j'ai trouvées sur LinkedIn. Donc là, on a bah, par exemple Entremont, là, une entreprise agroalimentaire qui cherche des alternants, ou Bruggen qui fait des céréales petit déjeuner, pareil, voilà. Donc ça, c'est des postes d'entreprises qui cherchent. Donc là, il y en avait d'autres. Alors là, c'est vrai que c'est plutôt deux entreprises agroalimentaires. Donc tu peux passer à la page suivante. Donc là, on a la Vie Claire, voilà, qui cherche une alternante en qualité hygiène ou Réveillon chocolatier. Donc là, comme c'est la période de Noël, Cette saison. voilà, c'est d'actualité. Donc le groupe Savencia, là, enfin, qui est propriétaire de l'entreprise Réveillon, donc qui fait des papillotes, voilà, recrute tous les ans des alternants sur différentes missions. Ça peut être de la qualité, de la production ou autre chose. Donc voilà, donc là on a l'Ustucru à côté, c'est une offre d'alternance voilà, dans un secteur un peu différent. Bon, sachant que voilà, je vous ai dit que j'en trouvais assez régulièrement des offres en alternance, sachant que si par exemple quelqu'un veut faire une alternance pour la rentrée de septembre, il peut commencer à chercher dès maintenant, sachant que les offres en alternance pour septembre, c'est plutôt des choses qu'on va trouver, qu'on va commencer à voir en mars-avril. Mais voilà, à partir de mars-avril. Oui, c'est vrai on n'a pas encore parlé, on n'a pas parlé de calendrier dans notre intervention, mais c'est vrai que oui, janvier, février, début d'année en tout cas. De toute façon, la phase de constitution de la base de données, et c'est pour ça qu'on y a passé autant de temps, cette phase de qualification, c'est quand même, je pense, la phase la plus importante dans la recherche d'alternance, parce que c'est ça qui fera que la suite sera facile. Vous allez le voir, on va passer beaucoup moins de temps sur la suite, parce qu'une fois que vous avez effectivement une base de données de contacts bien établie et que vous avez identifié les personnes, les leviers que vous pouvez activer, bah, le reste déroulera tout seul. Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, de quelque chose qui peut être fait aussi une fois ces pistes identifiées, c'est peut-être une première prise de contact. On parlait d'économie d'énergie, et pas forcément que d'électricité, mais de votre énergie aussi. Et je vois qu'il y a une question, bah, tant qu'à faire, vu qu'on avait dit qu'on les prenait au fur et à mesure, n'hésitez pas. Je vois que quelqu'un a levé la main. Tis, c'est ça? Alors du coup, il faut activer votre Bonjour, bonjour, on vous écoute bonjour. du coup. Euh, je me présente, je suis ingénieure agronome Mmh. spécialisée en production animale et je suis acceptée au master en agribusiness, c'est à Mmh. Paris. Alors, merci infiniment pour ce webinaire tout d'abord et parce que j'ai fait des candidatures spontanées, même j'avais beaucoup d'expérience à l'étranger et dans deux domaines, qui est la production animale et l'agroalimentaire. Même Mmh. si j'ai diversifié mon CV à 3 CV, tellement que j'ai de l'expérience, mais je galère, j'ai pas trouvé une alternance dès le mois de septembre. J'ai essayé tous les outils, les candidatures spontanées, je contacte des personnes sur LinkedIn, je développe mon LinkedIn, mais je galère encore. Donc, c'est quoi vos propositions et tout?
Surtout que j'ai un point à clarifier, que mon numéro est tunisien encore parce que le master, c'est en février, donc je suis encore en Tunisie et c'est un point qui me freine Mm. parce que lorsqu'il voit mon adresse à Tunisie et mon téléphone tunisien, donc même il ne lit pas mon CV malgré que j'avais beaucoup d'expérience. Donc, c'est quoi vos conseils concernant ce point? Et merci. Alors, on pourra vous donner des conseils peut-être personnalisés. Vous pouvez reprendre contact avec nous. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, les gens que j'accompagne, je leur dis tout ce qui peut être discriminant pour vous, vous le mettez pas dans votre CV en fait, hein. Parce que l'objectif, on l'a pas dit, mais quand on envoie un CV et une lettre pour en réponse à une annonce ou une candidature spontanée, l'objectif, c'est de décrocher un entretien. Donc, effectivement, moi je dis souvent, si on décroche pas d'entretien, c'est que nos outils lettres et CV sont pas suffisamment percutants ou ont des éléments discriminants. Et là, je partage tout à fait ce que vous avez dit, hein. Le fait d'avoir une adresse en Tunisie fait que les employeurs vont se dire, oh là là, elle est loin, etc. Donc, ils vont pas vous proposer un entretien. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de en donner des conseils où je conseille aux gens d'enlever leur adresse postale, en fait, hein. Et d'ailleurs, je vois même ici, moi je suis dans la région Rhône-Alpes, quand j'ai des candidatures de personnes qui viennent d'autres régions, si j'en ai déjà dans ma région, je vais plutôt prendre ceux de ma région. Donc moi je conseille souvent, par exemple, quand on est, même en France, hein, dans une région, qu'on postule dans une autre région, de ne pas mettre son adresse postale. De toute façon, il est peu probable que l'entreprise vous envoie un courrier postal en Tunisie, par exemple, pour vous, ils vont vous contacter soit par téléphone, soit par mail. Donc, bah, vous mettez juste un mail Mm. et sans mettre votre adresse, en fait. Bah, voilà. Déjà, un premier conseil que je peux vous donner, mais après, voilà, on peut peut-être en reparler. Voilà, si à la fin du webinaire, on mettra nos coordonnées, voilà, on pourra Mm. vous proposer peut-être d'autres pistes, hein. Je ne sais pas, Morgane, si tu as d'autres conseils ou. Bon, bah, déjà, oui, ce que tu viens d'évoquer, c'est ce que j'aurais dit de prime abord. Après, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on regarde ensemble déjà les outils aussi, au-delà de mettre les coordonnées dessus, de regarder vraiment vos outils de recherche pour voir où est-ce que ça peut coincer. Parce que, comme l'a dit Jean-Michel, si effectivement, dans votre recherche, ça bloque à la partie envoi des candidatures et que vous n'allez jamais au-delà et que vous ne décrochez pas d'entretien, c'est peut-être qu'il y a quelques pistes d'amélioration, en tout cas déjà sur les premiers outils, au-delà de la stratégie. Donc c'est peut-être à revoir ensemble. Mais on pourra en reparler, on vous laissera nos coordonnées. Histoire de continuer, parce que je vois le temps qui file et il reste un petit quart d'heure à ce webinaire, mais merci pour vos questions et continuez surtout, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Donc une phase, ce que je le disais pour appuyer aussi ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, envoyer des CV et des lettres en nombre, ça demande du temps et pour faire une recherche ciblée et s'économiser un petit peu, c'est vrai que voilà, choisir une stratégie où vous prenez quand même dans un premier temps contact avec les entreprises, les structures en tout cas d'accueil qui peuvent vous intéresser, ça peut vous faire gagner du temps parce que vous pouvez déjà, alors que ce soit par contact téléphonique, ce qui est quand même majoritairement le plus efficace, mais tous les employeurs ne sont pas joignables par téléphone ou par LinkedIn ou par mail, déjà prendre des renseignements, ne serait-ce que sur la possibilité d'être accueilli en alternance, voilà, s'il y a une opportunité ou pas et aussi décrocher, les coordonnées d'un contact précis parce que, bah, Jean-Michel le disait tout à l'heure quand il parlait de candidature spontanée, au plus vous aurez d'une part un projet précis et d'autre part une personne précise à contacter, au plus vous augmenterez les chances de voir votre candidature alors aboutir ou en tout cas tomber dans les bonnes mains et une candidature personnalisée et adressée à une personne précise, bah, ça marche quand même beaucoup mieux que, une candidature envoyée sur une adresse mail de contact, lambda. Voilà, cette première prise de contact, ça peut aussi vous permettre, d'avoir des informations, on le disait, sur les projets actuels de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de l'ouverture, d'une usine de production de gnocchis, mais voilà, d'adapter aussi, votre candidature à l'actualité de l'entreprise. Ça peut aussi, être, gage de motivation et donner envie aux employeurs de reprendre contact avec vous parce qu'on se dit: «Voilà, la personne s'est renseignée quand même, a fait un petit travail en amont, de sa candidature» et ça peut donner envie, également aux employeurs. Donc là, on était sur la troisième phase, stratégique de la recherche.
On en a parlé tout à l'heure, donc et même si c'est pas le sujet central, c'est important aussi, une fois que vous avez pris les renseignements, nécessaires, lorsque vous voulez, élaborer vos outils donc de recherche, d'alternance, de réfléchir à ce que vous avez à proposer. La candidature spontanée, c'est quand même un exercice qui n'est pas forcément facile parce que, justement, il n'y a pas d'offre sur laquelle s'appuyer, et c'est vous qui devez être, offreur de de services et de propositions, en fait. Donc c'est là que vraiment la phase de prise de renseignements en amont, pourra vous permettre justement d'envoyer une candidature personnalisée parce que vous aurez pris connaissance, des projets actuels, des métiers, qu'exercent éventuellement aussi les personnes. LinkedIn peut vous servir à ça. Il y a des pages entreprises et dans ces pages entreprises, vous pouvez visualiser les fonctions occupées par les salariés d'une entreprise et ça peut vous donner des idées de fonctions que vous souhaiteriez occuper. Parce que quand on fait une candidature spontanée, ce qu'on attend de vous, c'est que vous arriviez déjà aussi peut-être avec une proposition de fonctions à occuper. Jean-Michel le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que les candidatures qui nous arrivent en disant bon ben voilà, moi je cherche une alternance. Alors éventuellement dans le cadre de tel diplôme, mais sans plus d'idées de qu'est-ce que j'aimerais faire chez vous, mais c'est pas forcément, ça donne pas forcément très envie non plus aux employeurs. Donc voilà, il faut essayer de cibler un petit peu plus sa candidature et c'est pas parce que vous envoyez quelque chose de ciblé avec une idée de mission à tenir et qu'on n'a pas pile poil ça à vous proposer, que ça nous empêchera pour autant de vous proposer autre chose. Parce que des fois, les personnes qu'on rencontre nous disent, bon, oui, mais moi, si je dis que, par exemple, je veux faire de l'expérimentation, que je veux un poste de technicien d'expérimentation dans cette structure-là en alternance et qu'ils n'ont pas pile poil ça, ils vont pas me recontacter. Non, on se dira, ah ben cette personne avait se projetait déjà chez nous, on va quand même la rappeler pour lui proposer peut-être des missions un petit peu différentes, savoir si ça l'intéresse éventuellement. Alors ça, c'était la partie candidature spontanée. Il y a aussi effectivement des offres, même si elles sont peut-être, un peu moins nombreuses, mais il y a quand même des offres d'alternance qui existent et en tout cas des offres d'emploi que vous pouvez consulter et sur lesquelles vous pouvez proposer cette solution de l'alternance. Il faut bien penser à bien décortiquer ces offres-là pour bien les comprendre. Se dire que voilà, les missions, en général, lorsque l'on rédige une offre, que ce soit d'emploi ou d'alternance, l'ordre des missions qui sont proposées, c'est en général par ordre d'importance et par ordre de temps que vous y passerez. Donc se questionner sur est-ce qu'il y a déjà des choses que vous maîtrisez ou pas? Est-ce que ces missions-là vous intéressent aussi? Est-ce que c'est pas juste la dernière de la liste qui vous passionne le plus? Ce sera peut-être celle sur laquelle vous passerez le moins de temps. Et d'interpréter aussi les mots que l'on trouve parfois dans la partie profil des offres. Voilà, de savoir lire entre les lignes, les souhaitables, les appréciés, les indispensables. Quelque chose qui est voilà, qui serait souhaitable ou apprécié dans le profil, qui est écrit et qui est décrit par l'employeur dans une offre. Si vous y répondez pas à 100 ce n'est pas bien grave. Voilà, d'autant plus qu'il faut avoir conscience que lorsqu'on parle d'alternance, vous êtes là pour apprendre des choses. Donc de toute façon, voilà, on n'est pas là non plus, pour avoir, beaucoup d'exigences quand même, non plus à votre égard. N'hésitez pas à vous aider des outils d'IA aussi pour rechercher de l'info. On parlait de la recherche d'informations en amont pour personnaliser votre candidature, notamment sur la partie actualité des entreprises. Les outils comme ChatGPT peuvent vraiment vous aider, dans cette recherche d'infos pour en tout cas agréger de l'information. Ça peut vous aider. Il est toujours nécessaire, quoi qu'il arrive lorsqu'on utilise l'IA, de compléter, de vérifier aussi, mais ça peut être des outils quand même, intéressants à mobiliser. L'adaptation du CV et de la lettre, voilà, on va passer très rapidement dessus parce que c'est pas le sujet aujourd'hui et si vous avez besoin d'aide aussi, dans le cadre de ces aspects-là, faut pas hésiter à contacter tous les conseillers APECITA sur le territoire sur, l'adaptation et la création d'outils de recherche, d'emploi parce que c'est aussi notre métier que de vous aider sur ces sujets-là. Je le disais en intro, la phase d'envoi, du CV et de la lettre est une phase à ne pas négliger, même si c'est pas certainement pas la phase la plus longue, mais il faut se dire que c'est le premier aperçu qu'un employeur, potentiel aura de vous. Donc, je vais vous donner un exemple très concret juste après, mais c'est important de soigner ce mail d'envoi. Alors ça tient à pas grand-chose, hein. C'est simplement, voilà, de mettre un objet dans son mail qui nous fasse bien comprendre, ce à quoi vous postulez, pour quelles raisons est-ce que vous nous écrivez. De mettre un petit mail synthétique, un petit message synthétique lorsqu'on postule par le biais d'un site emploi, parce que des fois, il y a
des champs messages que vous pouvez compléter. Donc, d'expliquer là aussi de manière un petit peu plus détaillée la raison de l'envoi de candidature. D'enregistrer vos CV, vos lettres de motivation en les nommant tout simplement avec votre nom et votre prénom et si possible l'intitulé du poste si vous répondez à une offre et en les enregistrant au format PDF aussi. C'est des petites choses toutes bêtes, mais ça peut être ennuyeux si on n'arrive pas à ouvrir les documents que vous nous faites parvenir. Voilà, je vous donne un exemple très concret de ce qui peut nous arriver. Alors, je ne sais pas si on y voit bien sur le PowerPoint. Mais voilà, là, on est sur l'exemple très concret d'un mail qui nous est arrivé de la part d'un candidat où on voit que les CV et les lettres de motivation sont au format ODT et ne sont pas du tout nommés avec le nom de la personne. Les recruteurs, ça leur demande du temps de devoir renommer des fichiers et ça peut être un petit peu mal perçu. Donc, c'est le genre de choses qui peut les mettre dans des dispositions plus positives si vous faites ça pour eux. Et la partie donc message du candidat qui se loge donc un petit peu plus bas sur le mail n'a pas été complétée, donc on ne sait pas pourquoi cette personne-là nous écrit. Donc voilà, c'est le genre de détails auquel il faut penser lorsqu'on envoie sa candidature. Ça peut déjà permettre à l'employeur d'avoir une vision plutôt positive de votre candidature. Très rapidement, donc l'avant-dernière phase, c'était donc de faire le suivi de sa recherche. Et c'est vrai que là aussi, dans la série des petits conseils pour vous économiser de l'énergie, d'avoir un tableau, et je vais vous donner un exemple très concret juste après, de suivi de recherche avec où est-ce que vous avez vu éventuellement les offres, la date de parution de l'offre, l'intitulé du poste, la date de votre candidature, la date de l'éventuelle réponse. Ça peut vous permettre de vous organiser et de suivre aussi les relances que vous avez à faire, d'être aussi, de savoir aussi lorsqu'un employeur vous appelle, à quel sujet est-ce que c'est. Parce qu'il y a rien de plus malaisant que d'avoir un candidat au téléphone où on voit bien qu'il ne comprend pas du tout de quelle opportunité est-ce qu'il nous parle. Donc voilà. Et ça vous évitera aussi éventuellement de repostuler 2 fois à la même opportunité auprès de la même entreprise qui vous a peut-être déjà dit non, mais vous vous en souvenez plus étant donné que vous faites de nombreuses candidatures. Le type de tableau que vous pouvez... Tu voulais compléter, Jean-Michel? Non, non. C'était drôle, c'est tout. Le type de tableau que vous pouvez utiliser, voilà, il y a une petite trame, alors voilà, qui prend juste comme intitulé de colonne ce qu'on vient d'évoquer. Les petits conseils aussi, petite idée toute bête, mais n'oubliez pas de garder une copie aussi de l'offre à laquelle vous postulez, parce que les offres ne sont pas éternelles sur les sites emploi. Et du coup, on a régulièrement, en tout cas, des candidats qui nous appellent un petit peu paniqués parce qu'ils sont conviés à un entretien, ils ont oublié d'enregistrer l'offre. Et en fait, l'offre, elle n'est plus sur notre site. Alors, ils se souviennent qu'ils avaient postulé par la PECITA, ils ont de la chance, on est joignable par téléphone, nous, comme job board, et on peut leur retrouver trace des offres qu'ils ont consultées chez nous. Mais voilà, pensez à copier-coller les offres, ça vous évitera un petit moment de panique. Je termine juste sur cette slide-là, et Tis, je vous donne la parole. Et gardez aussi une copie de la candidature que vous avez envoyée, comme ça vous avez tout, un petit dossier avec l'offre et la candidature que vous avez fait parvenir. Oui, Tis, dites-nous. Alors, activez votre Merci, micro, je suis voilà. désolée pour l'interruption, je suis Pas de désolée. souci. Juste à propos de la date entre l'envoi de candidature et la date de relance. La date, c'est combien? Un jour ou bien Entre à peu le près? moment où vous postulez et la relance que vous faites? Oui, Alors, moi, j'ai tendance à dire 10 à 15 jours. Alors, soit directement après l'envoi de candidature ou après la date butoir de candidature, si jamais il y avait une date limite de candidature. Voilà. Jean-Michel, je ne sais pas ton avis là-dessus. Oui, je crois qu'on avait fait une slide dessus. Après, Oui, tout à quand on fait. répond à une annonce, c'est plutôt comme l'a dit Morgane, voilà, 2 à 3 semaines après, ou à la date qui est marquée dans l'offre d'emploi, candidater avant telle date, la date limite. Oui, et moi, je conseille plutôt pour les candidatures spontanées de relancer plus rapidement, c'est-à-dire 4 à 5 jours après, parce que les candidatures spontanées, les entreprises ne les gardent pas très longtemps. Donc, moi, je conseille de relancer plus rapidement quand on envoie une candidature spontanée.
pour compléter, donc sur le tableau de suivi de la recherche, alors on vous a présenté le bon vieux tableau Excel qui est au demeurant diablement efficace. Dans la série des outils donc plus numériques pour faire votre suivi, il y a notamment un outil qui s'appelle Notion que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et dont la version gratuite est quand même plutôt bien pensée et qui a un outil alors de gestion de projet globalement, mais qui dispose d'un module déjà préétudié sur le suivi de candidature. Donc la version gratuite est suffisante et à titre d'information, lorsque l'on est étudiant, il est possible d'accéder à la version premium, mais gratuitement, simplement en envoyant un certificat de scolarité. Donc voilà, ça peut être un petit outil qui est pas mal, étant donné que voilà, pour la partie relance justement de candidature, vous pouvez pré-paramétrer des alertes mail qui vous arrivent directement et qui vous permettent justement, au lieu d'aller consulter le tableau Excel, de recevoir directement une petite alerte pour vous faire penser à relancer vos candidatures. Et donc pour finir, la relance, bon, là, on l'a rapidement évoqué, donc 2 à 3 semaines après l'envoi d'une réponse, après l'envoi de votre candidature suite à réponse à offre, ou 4 à 5 jours après une candidature spontanée. Et voilà, de toujours en tout cas aborder les employeurs le plus sympathiquement possible, en tout cas déjà en vérifiant que la personne a bien reçu votre candidature, parce que des fois les mails se perdent dans les spams ou n'arrivent pas, ça peut arriver. Et essayer d'avoir des détails voilà, sur la suite à donner à votre candidature. Aussi refaire part de votre intérêt, en tout cas pour cette opportunité-là, et voir s'il y a une possibilité d'entretien. Le téléphone restant l'outil le plus efficace pour avoir le véritable interlocuteur. C'est pas toujours facile, on l'a dit tout à l'heure aussi dans la phase pour avoir des informations sur les opportunités. Si pas possible, voilà, effectivement, par mail. Le déplacement peut aussi fonctionner. Après, tout dépend des types de structures. En fait, les stratégies peuvent varier en fonction du type d'employeur auprès desquels vous postulez. Voilà, je reprends mon souffle parce que il est 11h01 et on pourrait encore parler pendant des heures du sujet, n'est-ce pas, Jean-Michel? Maintenant, c'est à vous de jouer, en tout cas. Donc là, sur la slide suivante, vous allez trouver nos coordonnées à tous les deux, donc Morgane et moi-même, donc nos coordonnées mail. Voilà. Donc, je pensais, en fait, je t'ai pas interrompu, Morgane, mais je pensais juste à une candidature que j'avais reçue d'une candidate qui évoquait l'envoi du mail, qui est très important, donc bien nommer, enfin, mettre son prénom, son nom, CV et lettres. Une candidate qui m'a envoyé une candidature où c'était marqué, l'intitulé du fichier où il y avait son CV, c'était marqué CV corrigé par papa. Ah, Donc, voilà. c'est une très bonne idée de faire corriger son CV par son papa, mais quand il le renvoie, on corrige l'intitulé. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est le genre d'anecdote qui peut prêter à sourire. Après voilà, c'est peut-être pas certain que ça donne envie de donner suite à votre candidature. Donc faites attention à ce genre de détails. On a une question de Didier. Pourriez-vous nous rappeler où le webinaire sera consultable, s'il vous plaît? Je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement sur Apecita Media. Oui, Donc c'est ça. Ouais. apecita-media.com. Non, Ah, je me permets. Non, ils sont permets-toi, sur j'ai la dit une chaîne bêtise. YouTube. Je Sur mets la le chaîne lien. YouTube. Sur la chaîne YouTube, du Voilà. coup. Merci Anne-Claire. À la chaîne YouTube, les métiers agro. Voilà. Sachant Non, que c'est sur l'autre chaîne. ouais, sur notre chaîne. Sachant que ce webinaire auquel vous avez assisté est rentré dans le cadre d'une série de webinaires que nous avions organisés dans le cadre du mois de l'orientation. Donc avec des différents sujets, thèmes. Donc voilà, tous les webinaires organisés, il y en a à peu près une douzaine. On pourra les donc retrouver sur notre chaîne YouTube Métiers Agri-Agro. C'est Et pas donc, s'il y a des je questions. Oui, crois vas-y. que celui-là, c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est jeudi. Et c'est sur le thème de Parcoursup. Eh bien, quoi qu'il arrive, merci pour votre écoute et vos participations. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Et nous sommes à votre écoute. Si jamais vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Nous vous souhaitons une agréable journée et de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Et comme je l'ai précisé, hein, vous pouvez tout à fait nous demander par mail
le PowerPoint que nous avons présenté, on vous le transmettra avec plaisir. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, puisque nous sommes pas loin. Au revoir, bonne journée. Au revoir.